Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de mon niveau d'anglais quand je suis arrivée à Toronto en 2014. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma relation avec l'anglais avant d'être à Toronto. Je vais vous parler de mon niveau et je vais aussi vous partager quelques conseils, ce que moi j'ai utilisé et quelques conseils en plus pour vous aider à améliorer votre niveau d'anglais. En fait, ce sujet-là, c'était une de mes premières vidéos YouTube quand j'ai... la première année où j'ai commencé à poster sur YouTube, donc ça a déjà peut-être 4 ans maintenant, je sais pas. En tout cas, je me suis dit que c'était intéressant de la remettre à jour et surtout avec une bien meilleure qualité parce que certaines de mes vidéos du début, quand je la regarde, je n'ai pas forcément envie que vous les regardiez. Voilà, c'était pas la qualité qu'on a aujourd'hui. Et je suis sûre que je dirai la même chose dans 4 ans. Mais nous voilà aujourd'hui à reparler de ce sujet-là. J'ai une autre vidéo qui vous intéressera aussi si ce sujet vous intéresse. C'est la réalité de venir à Toronto avec un niveau d'anglais qui est moyen. Et là, je vous partage certains aspects qu'il va falloir avoir en tête et certaines choses sur lesquelles il va falloir vous préparer pour pas tomber des nues quand vous arrivez. On va parler de Toronto, mais bien sûr, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est valable pour toutes les personnes qui décident de déménager dans un pays anglophone, dans une province anglophone, si c'est une autre province au Canada, ça ne s'applique pas seulement à Toronto. Donc ne partez pas si jamais vous avez décidé de déménager ailleurs, ça peut valoir... Mais d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vouloir déménager, juste de vouloir apprendre en fait. Restez, il y a plein de bons conseils qui arrivent. Alors, mon histoire avec l'anglais. Si jamais vous n'êtes pas français, en France, on apprend l'anglais à partir de la 6e, donc à partir de 12 ans, 11-12 ans. Moi, j'ai fait partie d'un programme pilote en France où il y a quelques écoles dans le pays qui ont été choisies pour tester un programme où on allait apprendre les langues, enfin une langue étrangère à partir du CE2 ou CM1, CM1 je crois, CE2 ou CM1. Donc à peu près 8 ans, donc c'est probablement CE2. Chaque école a eu une langue différente qui a été choisie et ça a été choisi en fonction de la langue qui était le plus parlée dans la ville, enfin la communauté qui avait la plus dans la ville. Je dis ville, on dirait que ça j'ai grandi dans mon village, 5000 habitants je vous rappelle. Dans mon village, il y a une très grosse communauté espagnole. Un petit peu d'histoire si jamais ça vous intéresse, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui ont fui l'Espagne sous le régime de Franco et qui sont venus dans le sud de la France. Comme j'ai grandi dans le sud de la France, il y a une très grosse communauté espagnole dans mon petit village en Ardèche. Il y a aussi une très grosse communauté portugaise. Il y a la Maison du Portugal, une association aussi dans mon village. Donc, c'est comme ça que ça a été choisi. Moi, j'ai grandi avec beaucoup d'Espagnols autour de moi, donc ça semblait évident en fait que mon école, ils allaient choisir l'espagnol. Donc, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'avais 8 ans. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu nous parles de ton espagnol alors qu'on est là, on a cliqué sur une vidéo sur l'anglais? C'est pour vous expliquer la relation que j'avais avec l'anglais. L'espagnol, j'ai appris j'ai appris à 8 ans sans me rendre vraiment compte que j'apprenais une autre langue, j'ai envie de vous dire. Et puis, c'était fun parce que la personne qui nous faisait apprendre l'espagnol, c'était une assistante de langue avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs quand même, qui est mexicaine et que j'ai revue plusieurs fois depuis parce qu'on a fait une partie de mon collège ensemble. Puis je l'ai revue, je pense que la dernière fois que je l'ai revue c'était il y a peut-être 10 ans quand même. Donc ça fait quand même un petit moment, mais bon, je vous rappelle quand même que j'avais 8 ans il y a longtemps. Donc voilà, c'est quand même une longue relation. Ah ouais, oh wow. Alors, on a appris l'espagnol avec ma classe. En ayant été dans ce programme-là, on pouvait rentrer en fait en 6e dans le programme de classe européenne. Donc si jamais vous avez à peu près le même âge que moi, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais même pas si c'est encore disponible, mais c'était des classes en fait où dès la 6e on a eu de l'anglais et de l'espagnol. Et moi l'espagnol a toujours pris le dessus parce que déjà ça me venait beaucoup plus naturellement, mais aussi les classes étaient beaucoup plus fun, on avait des voyages qui étaient prévus, j'ai fait 2 voyages grâce à ce programme. En Espagne à peut-être 12-13 ans et à 16-17 ans. Donc ma relation aux langues étrangères, c'était principalement l'espagnol, parce que ça me venait naturellement, parce qu'en plus, comme mes copines, elles avaient leur famille qui parlait espagnol, on pouvait parler avec les grands-mères et tout, donc voilà. L'autre problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, en 6e et en 5e,
ma prof d'anglais, en 6e, c'était notre prof principale. Je vous raconte toute ma vie, vous devez vous dire, mais on s'en fout. Ma prof principale, c'était ma prof d'anglais. Et comme j'avais une classe qui était très perturbée, parce que vous vous dites peut-être qu'en ayant été dans une classe européenne, on avait... c'était parce que souvent à l'époque, je sais pas si c'est encore pareil, mais les parents ils voulaient mettre dans les classes européennes ou les classes allemandes pour que ce soit des meilleures classes. Et en fait, nous ils avaient séparé. Donc c'était 2 classes, c'était 2 moitiés de classe pour justement pour pas que ça fasse des classes où c'était que des gens qui étaient avec niveau égal, ils voulaient un petit peu plus mélanger. Bref, c'était la catastrophe. Et en 5e, elle était absente pour raison médicale toute l'année. Donc en fait, j'avais pas eu les bases de l'anglais tout de suite. Et après, quand on est arrivé en 4e, 5e, 4e, 3e, pardon, ça a été très difficile à rattraper. Donc je suis arrivée au lycée avec un niveau d'anglais qui était vraiment, vraiment, vraiment très insuffisant et un intérêt pour l'anglais qui était proche de 0. Donc l'un et l'autre, ça aide pas. J'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. J'aimais pas du tout ça, j'avais pas envie d'apprendre. Et surtout, je voyais pas l'intérêt. Moi, j'ai grandi en ayant, enfin, du moment où j'étais un peu plus âgée, après 16 ans probablement, après 15-16 ans, il me fallait que je comprenne pourquoi j'apprenais les choses. Il fallait que je comprenne à quoi ça allait me servir. Donc imaginez bien que les maths, ça a été un problème pour moi, puisque je ne comprenais pas quand c'est que j'allais utiliser le théorème de Pythagore. Parce que, bon, j'ai été après je suis allée en littéraire et tout ça, ce que je n'ai toujours pas utilisé à ce jour. Mais, par exemple, mon père, mon frère, c'est des trucs qu'ils ont utilisés par rapport à leur travail. Moi, j'en ai jamais besoin. Bref. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement perdu le fil de l'anglais, j'ai jamais pu rattraper. Et pour tout vous dire, j'ai même eu 7 au bac. Donc pour vous dire vraiment que voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, c'était vraiment le point noir de mes bulletins. Après mon bac, j'ai fait une année de LEA, donc anglais, enfin langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais c'était voilà, c'est la fac où vous appreniez l'anglais et l'espagnol. Bon, comme vous pouvez facilement vous en douter, j'ai galéré. Mais la vérité, c'est que je pensais pas avoir mon bac, donc je ne m'étais pas préparée pour la suite. Le compromis qui a été trouvé avec mes parents, quand je leur ai dit bah, j'ai mon bac, mais en fait je sais pas quoi faire, j'ai rien prévu parce que je pensais pas l'avoir. Le compromis, ça a été bah, tu vas aller à la fac pendant 1 an pour ne pas sortir du système scolaire, parce que si tu sors du système scolaire, les S c'est un peu difficile pour moi. Si tu sors du système scolaire, on a peur que tu n'y retournes pas. Avec le recul, je suis très contente qu'il m'ait poussée dans ce sens-là. Et en fait, on arrive au moment où vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Il y avait un voyage en Angleterre organisé par ma fac. Et mes parents m'ont dit, je crois que c'était 150 € en plus à l'époque, pour partir 5 jours. On partait en bus, on a traversé toute la France et tout. On partait à Londres et mes parents m'avaient dit, bah, tu vois, on va te l'offrir pour ton anniversaire. Comme ça, tu es obligé d'y aller en gros. Et j'étais ok. J'ai passé 5 jours là-bas et je me suis rendu compte que moi qui adore parler, qui adore connecter avec les gens, si je parlais pas la langue, en fait, ça allait être un vrai problème. Et ça a été un de mes déclics pour me dire, ok, peut-être que l'anglais, c'est plus important que ce que j'avais anticipé, ce que j'avais imaginé. Et maintenant que je suis dans une situation pratique où j'en ai besoin et que je l'ai pas, je me rends compte que c'est pénible. En tout cas, ça m'a encouragée. Pendant cette année de fac, j'ai fait pas mal de recherches sur ce que je voulais faire pour la suite et j'ai enchaîné sur un BTS commerce international. Et je sais pas, je crois qu'il existe toujours. Hein, vous avez un stage de 2 mois à l'étranger, donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Et je m'étais dit, tu vas aller en Angleterre et comme ça, tu vas pouvoir améliorer ton anglais, voir ce que ça donne et voir comment tu t'en sors. Je suis partie en stage, j'en parle, c'est marrant parce que j'ai donné 3 ateliers là, sur la dernière semaine pour un organisme francophone et je leur en parlais justement qu'on parle du réseau et mon stage c'est un exemple de mon réseau parce que je l'ai trouvé grâce à mon réseau à l'époque. Et je pars en Angleterre et alors là, j'avais mal à la tête tous les jours. Je comprenais pas ce qu'on me racontait. Puis 2 mois, finalement, ça passe vite. Maintenant que ça fait 10 ans que je suis à Toronto, même enfin 11 ans dans un mois, mais je me rends compte que 2 mois, c'est rien pour apprendre. Mais finalement, ça a été le déclic qu'il m'a fallu pour me dire, ok, bah, tu vas prendre les choses sérieusement, finis ton BTS, finis tes études, et puis essaye de voir comment tu pourrais partir vivre à l'étranger. Et vraiment te dire, bah, je passe 1 an à l'étranger, dans un milieu anglophone, pour apprendre vraiment à parler anglais. À l'époque, la seule option que je connaissais, c'était les jeunes filles au pair. Donc j'avais commencé à regarder ça, sauf que avant la fin de mon BTS, je suis tombée amoureuse. Et
je veux dire, je suis sûrement pas la seule personne qui change ses plans par amour. Mais après, bon, j'ai eu d'autres choses personnelles aussi. Je pense que peut-être qu'avec le recul, avec ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, si j'avais pas été en couple, ça aurait peut-être été le déclencheur pour partir. Mais bon, la vie elle est faite comme ça, il n'y a pas de hasard. Je suis sûre que ça s'est aligné comme ça, c'est pour une raison. Et j'ai décidé voilà, de rester en France. On s'est installé ensemble très rapidement. Donc, ce projet de partir à l'étranger, il a été mis de côté. Et quand je me suis séparée, je venais d'avoir un boulot qui me plaisait énormément, où j'avais postulé pendant 1 an pour l'avoir, donc c'était pas le moment de partir. C'est pour ça qu'en fait, au final, je me suis séparée. Je suis arrivée ici, j'avais 26 ans, et je crois que ça faisait peut-être 2 ans et demi que j'étais séparée. Oui, bah oui, parce que j'ai commencé mon boulot, j'étais encore en couple. Bref, tout ça pour vous dire que à ce moment-là, c'est mon voyage en Angleterre. C'est le voyage universitaire de 5 jours qui m'a servi de déclic à me dire ok, c'est important de parler anglais, qui m'a poussé vers le choix de faire mon stage de BTS en Angleterre. D'ailleurs, ma prof, elle m'a dit en rentrant, elle m'a dit c'est le jour et la nuit, ton niveau d'anglais est tellement meilleur que quand t'es parti. Alors vous imaginez, en 2 mois, c'était pas ouf, mais c'est vraiment qu'il était très très bas. Et ce voyage-là m'a fait dire ok, tu vas aller passer 1 an à l'étranger dans un endroit, voilà, un milieu anglophone, pour vraiment parler anglais. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si tout ça s'est arrivé, c'était pour me pousser là où je suis supposée être, parce que moi je suis persuadée que j'étais supposée être à Toronto. Et je suis donc partie à Toronto. Quand j'ai décidé de partir à l'étranger, j'ai rendu mon appartement. Et en fait, quand j'ai fait visiter mon appartement, c'était une fille qui revenait de plusieurs mois en Thaïlande, qui cherchait un appartement à Valence. Elle est venue visiter, bon, il y avait ma copine Tiff qui était avec moi. Et elle est venue visiter l'appartement avec une de ses copines qui s'avère être la cousine genre d'une fille qui est à l'école avec moi. Vivait dans des petits villages et des petites villes, vous allez voir, tout le monde se connaît. Et sa copine revenait juste d'1 an de PVT à Toronto. Et moi, j'avais découvert le PVT la veille, donc c'était vraiment... Tout était en train de s'aligner. J'ai rendu mon appartement en demandant à mes grands-parents d'aller vivre chez eux pour pouvoir mettre des sous de côté. Mais j'avais pas encore un plan précis. J'aurais dit, je vais partir à l'étranger. J'ai trouvé ce visa-là. C'est possible que je parte avec ce visa-là. Sinon, je partirai à Londres. Londres, en Angleterre, c'était mon plan B. Je dis Londres en Angleterre. Si jamais vous n'êtes pas en Ontario ou même pas au Canada, vous dites mais pourquoi elle précise Londres en Angleterre? On a un Londres en Ontario qui est bien plus petit que le Londres aux États-Unis, mais ici, les gens vont souvent dire Londres, Ontario. D'ailleurs, de manière générale, à part les très grandes villes, les gens en Amérique du Nord, quand ils parlent de là où ils habitent, ils vont toujours mettre l'État pour les États-Unis ou la province pour le Canada, pour vous donner une indication de où ça se trouve. Donc, ça c'était ma relation avec l'anglais avant de me décider à vraiment apprendre l'anglais. Me voilà arrivée à Toronto, j'ai un niveau plus que basique. Je peux à peine me débrouiller pour discuter avec les gens, je peux pas tenir une conversation, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, c'est frustrant parce que je me rends compte que mes capacités elles sont limitées, je me rends compte qu'il va falloir être patiente, je me rends compte que c'est quand même douloureux de parler avec moi quoi. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais c'est sûr que les gens à l'époque avec qui j'ai été amie ou qu'on passait du temps avec moi, ils avaient plus besoin de quelqu'un qui les écoutait sans forcément répondre que de quelqu'un qui allait échanger avec eux, parce que je ne pouvais pas du tout échanger. J'étais la bonne copine qui va jamais te contrarier, qui va toujours être d'accord avec toi, qui va pas intervenir et qui va te laisser parler pendant des heures. Donc bon, c'est pas un mauvais deal non plus. Mais c'est vrai que c'était quand même très frustrant. Et si jamais il y avait un groupe et qu'il y avait plusieurs conversations, ou que j'étais dans un bar et qu'il y avait de la musique, mais alors là, c'était même pas la peine. Je ne pouvais rien comprendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris quand même quelques phrases qui étaient basiques pour pouvoir m'en sortir. Parce que voilà, il faut quand même que j'avais fait le choix de venir à Toronto. Vraiment, je le savais que ça allait être difficile. Mais il fallait au moins que je puisse passer des entretiens pour avoir un boulot, enfin des choses comme ça. Donc j'ai appris des phrases par cœur pour m'en sortir. Et ça m'a quand même bien aidé. Je me rappelle quand même que je traduisais mot à mot, par exemple, et des fois, il y a un truc en particulier, je me rappelle, c'était, j'expliquais à quelqu'un au travail, parce que je travaillais dans un magasin, que je cherchais quelque chose. So, I'm looking for, et je leur disais, I'm searching for, I'm researching. En fait, je connaissais pas les différentes expressions, je traduisais vraiment mot à mot. Et
faut passer par là. Faut passer par là, c'est la réalité de l'apprentissage d'une langue, c'est qu'on va dire des choses qui, après coup, qui vont nous sembler évidentes, mais on les sait pas. Je veux dire, on sait autant que ce qu'on sait à l'instant T, on sait pas plus. Maintenant que je vous en ai dit plus sur mon rapport à l'anglais et sur mon niveau, je voulais vous partager quelques conseils qui m'ont aidé pour améliorer mon niveau d'anglais. Le conseil numéro 1, c'est de parler à chaque occasion que vous avez. J'ai parlé à des gens dans le métro, j'ai parlé à des gens dans la rue. À chaque fois que vous avez une occasion de parler, sautez dessus, surtout si vous venez seul. En fait, non, même si vous venez en couple ou à plusieurs, parce qu'en fait, tout seul, vous pouvez rester des heures, des jours sans parler à personne si jamais vous n'êtes pas obligé de parler aux gens. Mais en couple ou en groupe, vous avez le confort d'être avec des gens que vous connaissez et qui parlent votre langue. Donc, il faut aussi vous mettre un petit coup de pied pour parler à d'autres personnes. Donc, en fait, c'est valable pour tout le monde. Parlez dès que vous avez l'occasion de le faire. Pratiquez, trompez-vous, c'est pas grave, mais parlez. Parce que je le vois tellement, des gens qui sont là depuis longtemps, mais ils me disent, bah, j'ai pas d'occasion de parler et en fait, je progresse pas. Donc, sautez sur chaque occasion. Conseil numéro 2, et alors attention, je ne les ai pas numérotés dans mes notes, donc après le 3, normalement, je devrais plus savoir où on en est en termes de numéros. Conseil numéro 2, c'est de ne pas avoir peur de parler. Et ça, je le vois très souvent entre francophones en particulier. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cultures. Mais alors, notre culture à nous, et quand je dis francophone, c'est parce que c'est pas que les Français, c'est vraiment les francophones, on est toujours gêné de parler anglais devant d'autres personnes. Alors, peut-être que c'est plus accentué chez les Français, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais on a toujours cette peur d'être jugé. Et alors, attention, hein, c'est mes études vous savez, hein, ça n'a aucune valeur parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais mes observations, disons, c'est que comme le français est une langue qui est très précise ou très exigeante, on va souvent se faire juger en grandissant sur la manière dont on parle ou de la manière dont on écrit notre français. Et on associe beaucoup la manière dont on parle français à notre valeur. Parce que vous l'avez dû l'entendre plein de fois, et je le dis là dans la vidéo pour vous donner un exemple, ce n'est pas ce que je pense, mais vous avez dû sûrement entendre dire que bah, cette personne-là, elle est bête par exemple parce qu'elle ne sait pas écrire. Alors qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas un français parfait ou parce qu'on fait des fautes. La première raison, c'est qu'on est tous humains, mais c'est souvent associé voilà, à l'intelligence, à votre valeur. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi peur de parler anglais quand on apprend, parce qu'on sait que notre anglais n'est pas parfait et on a peur d'avoir l'air bête. Alors, je veux vraiment vous aider, c'est quelque chose qui n'existe pas en anglais en fait. Encore moins au Canada et encore moins à Toronto, parce qu'à Toronto, il y a 50% de la population qui n'est pas née au Canada. Donc, il y a tous les gens ont quelqu'un dans leur vie qui est là depuis 30 ou 40 ans et qui n'a toujours pas un anglais parfait, et qui n'aura sûrement jamais un anglais parfait. Donc, il faut vraiment vous enlever ça. C'est vrai que au tout début où j'étais là, j'avais une copine, ses parents sa maman est mexicaine, son papa est espagnol, et elle me disait, tu sais, ça fait 50 ans qu'ils sont là, et leur anglais est toujours pas parfait, et ils parlent espagnol la plupart du temps de toute façon, donc ils progressent pas tant que ça. Et ça m'a un petit peu rassurée, parce que je me disais, ok, j'ai de la place pour avoir le temps d'apprendre en fait. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est qu'on n'a pas peur de parler, on ne se met pas des barrières inutiles, on ne se dit pas qu'on va être jugé, surtout si vous êtes ici et que vous êtes avec d'autres francophones, ils sont en train d'apprendre aussi probablement, et même s'ils ont un niveau qui est plus élevé que le vôtre, ils ne sont pas là pour vous juger parce qu'ils sont passés par là aussi. Donc, vraiment, 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 si vous pouviez enlever cette barrière, je vous promets que vous allez gagner du temps. Un autre conseil, c'est de faire du bénévolat parce que vous allez pouvoir parler à des gens, pratiquer votre anglais sans avoir la pression d'être dans un milieu professionnel. Donc ça veut dire que si vous vous trompez, vous n'êtes pas là pour... évidemment, on veut toujours montrer son meilleur côté et tout ça, mais vous avez moins ce souci de performance et surtout suivant ce que vous choisissez comme bénévolat, c'est peut-être quelque chose qui va être beaucoup plus relax et où vous aurez des conversations qui sont aussi beaucoup plus spontanées. Et c'est vrai que souvent, j'entends aussi de francophones, ou même de personnes en général qui apprennent l'anglais, que comme ils apprennent l'anglais, enfin comme la majorité de leur temps où ils parlent anglais, c'est dans un milieu professionnel, leur anglais, il est très professionnel. Et alors, ça peut vous rassurer, moi, c'était la même chose. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois qu'on en a parlé dans la vidéo qu'on a filmée avec
Monsieur Chaton, qui est mon copain, si jamais vous ne savez pas qui est Monsieur Chaton, qui lui est anglophone natif, il apprend le français. Mais il m'a dit au début, en fait, j'étais très formelle parce que mon anglais, c'était l'anglais en fait que j'avais appris au travail. Mais maintenant, évidemment, ça fait des années qu'on est ensemble. Mon anglais, il est beaucoup plus naturel parce que je le parle au quotidien, parce que je suis avec lui, où c'est sa langue. En fait, disons que son français, même à lui, des fois, il est beaucoup plus formel quand il m'écrit. Et j'essaie de lui apprendre des mots qui vont être plus naturels dans le langage courant. Parce que comme je lui dis, ce qu'on cherche, c'est réussir à s'exprimer. On n'est pas en train d'essayer d'aller dans un endroit et bonjour mon cher. Voilà, on n'a pas besoin de parler comme ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est important aussi d'être dans des situations où vous allez être dans un milieu qui est plus relax, plus détendu, pour apprendre du langage plus courant, pour réussir à mieux vous intégrer après dans les relations, enfin dans les conversations avec les gens que vous allez rencontrer. Un autre conseil que je peux vous donner et que j'ai vraiment beaucoup utilisé, je me rends compte que je m'en sers moins, peut-être depuis 2 ans. Donc imaginez, de toute façon, on continue toujours à apprendre, hein, mais c'est poser des questions. Je posais des questions aux gens avec qui je travaillais. Alors évidemment, il faut être à l'aise, c'est des gens avec qui vous avez construit une petite relation parce que c'est quand même, on sera un petit peu vulnérable hein, quand on demande des conseils comme ça. Donc c'est sûr que suivant les personnalités, tout le monde n'est pas à l'aise. Moi, je savais que je voulais apprendre et que j'étais vraiment assoiffée d'apprentissage. Donc, je voulais apprendre le plus vite possible. Je demandais comment tu dis ça, comment tu dis ça. D'ailleurs, je me rappelle dans le magasin où j'ai travaillé, elles me faisaient des post-it. Les filles, en plus, c'était beaucoup. Il y avait énormément d'immigrés aussi. Et elles me faisaient des post-it pour que je puisse les ramener chez moi et que j'arrive à me rappeler des mots. Et ensuite, quand j'ai travaillé avec les Raptors, je me rappelle ma collègue. Elle m'aidait. Et puis, je me rappelle une question en particulier où je lui demandais l'utilisation de certaines expressions. Et en fait, elle m'avait expliqué. Et ce qu'elle m'avait dit, parce qu'à un moment donné, je lui dis, je suis désolée de toujours te demander, j'essaie juste de comprendre. Elle me dit, non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle me dit, c'est que tu me poses une question une fois, et après, tu l'as enregistrée, et tu me reposes plus la même question. Donc, en fait, je vois que voilà, ce qu'on échange, tu écoutes et que ça te sert, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça, comme ça j'ai beaucoup progressé. Et l'autre conseil que j'avais noté dans la même direction, c'est de vraiment écouter les gens. Écouter comment ils parlent, écouter comment ils tournent leurs phrases. Et essayer d'après de vous focaliser sur peut-être une expression et de dire ok, maintenant je vais essayer cette semaine de réutiliser cette expression. Attention, c'est possible que ça marche pas. Parce que genre, c'est laquelle expression que j'ai essayé d'utiliser depuis des années et qui n'est pas du tout rentrée dans mon vocabulaire. Might as well. J'entendais ça, les gens qui disaient ça, et je me disais, oh, je veux l'utiliser moi aussi et tout. J'ai essayé, ça rentre pas dans mon vocabulaire. Je le comprends, mais c'est juste que je l'utilise pas. Donc ça, d'écouter les gens, de voir comment ils s'expriment, de répéter. Et en fait, chaque semaine, j'ai essayé aussi de me dire, chaque semaine ou chaque 3 semaines, un mois, n'importe. J'ai essayé de me dire, ok, cette période de temps-là, je vais me concentrer sur cette expression-là. Et je vais essayer de la placer dans mes conversations. Ou je vais essayer, parce qu'au début, on commençait vraiment bas. J'ai commencé par me dire, ok, maintenant, on va essayer d'utiliser le bon temps. Parce que sinon, moi, je vivais qu'au présent. Donc tu racontes une histoire, les gens, ils n'ont aucune idée de si ça se passe maintenant, si ça se passait avant, c'est dans le futur. Moi, tout était au présent. Donc les premières étapes, ça a été, ok, maintenant, je vais parler en utilisant le futur. Je vais parler en utilisant le passé. Donc, pour vous montrer que j'arrivais de loin quand même. Hein, je veux dire, pour en être où j'en suis aujourd'hui, on l'oublie un peu parce que c'est mon quotidien, mais j'en suis très fière. Donc, c'est important d'écouter et d'essayer de répéter pour que ça se fasse naturellement, puis au moins ça se fait petit à petit, parce que de temps en temps, enfin, vous allez en apprendre de temps en temps, mais je trouve que c'est plus intéressant et plus naturel que si vous mettez devant une feuille blanche et que vous essayez d'apprendre comme on nous faisait apprendre les verbes irréguliers à l'école. J'en ai encore des cauchemars, quoi. Je détestais faire ça. Astrid, tu vas nous répéter les 20 verbes irréguliers de la semaine? Une autre idée aussi, c'est que vous pouvez rejoindre des clubs de running, des clubs, de salles de sport, clubs de lecture, comme de ce que vous voulez, clubs de tricot, juste pour avoir une activité en commun qui va vous permettre de connecter avec les gens et qui va vous permettre de parler sans même vous en rendre compte, parce que vous allez être concentré sur ce que vous faites. Là, je vous fais du tricot. Si jamais il y en a parmi vous qui tricotent, vous allez me dire, mais Astrid, tu te moques de nous. Ma grand-mère, je ne sais pas si elle me voit d'où elle est, mais par contre, elle serait pas bien contente parce qu'elle a passé des heures à m'apprendre. Pendant que vous faites une activité qui vous plaît, vous allez être beaucoup moins concentré sur votre façon de vous exprimer et ça va venir plus naturellement.
Il y a d'autres situations où ça peut arriver aussi, mais je ne veux pas vous encourager à consommer de l'alcool. Donc, je vais pas vous le dire, mais c'est un peu la même comparaison sans avoir besoin de boire un verre. Voilà. On continue avec les conseils et j'ai aucune idée du numéro que c'est, mais c'est de trouver des gens sur YouTube, des gens qui postent des vidéos, pas ceux qui apprennent l'anglais, pas ceux qui vont vous dire voilà ça c'est le tel verbe machin. Non, des gens qui postent des vlogs, des gens qui font des vidéos sur un sujet qui vous intéresse pour avoir quelque chose de fun à regarder. Moi je sais qu'il y en a plusieurs qui apprennent le français, qui me regardent et moi ça me fait trop plaisir de pouvoir vous aider dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose où vous allez avoir par exemple un vlog toutes les semaines, vous regardez ça, et vous allez aussi voir qu'à force d'entendre la même personne, cette personne-là, elle utilise les mêmes expressions, elle a les mêmes façons de parler, vous allez voir que vous comprenez beaucoup mieux ce qu'ils vont dire, et que vous allez pouvoir apprendre de nouveaux mots, apprendre d'autres choses dans leur vocabulaire. Parce que moi, c'était à chaque fois quand je rencontrais quelqu'un, je me disais, il faut un petit peu de temps pour que je comprenne quels mots ils utilisent, leur façon de parler, et après quelques échanges ou plusieurs fois à passer du temps ensemble, je vais réussir à mieux les comprendre. Donc là, c'est la même chose. Vous trouvez des youtubeurs, par exemple, que vous aimez bien, et comme ça, c'est aussi bien parce que vous allez avoir des épisodes toutes les semaines, en fait. Vous allez pouvoir écouter des gens et améliorer aussi votre anglais de manière fun. Il y en a plein, ça vous en trouvez. Mais l'avantage, c'est que vous allez trouver quelqu'un qui correspond à ce que vous aimez aussi, ou le style de vie que vous aimez, et vous pouvez en trouver des... Alors, à Toronto, je trouve qu'il n'y a pas tant de vlogueurs que ça, par exemple. Ou alors, c'est pas des gens qui vloguent à l'extérieur. On me l'a déjà fait remarquer, ça aussi, que moi, je vlogue beaucoup plus à l'extérieur que d'autres personnes. Mais moi, c'est juste que je m'en fous. Enfin, là, tout à l'heure, j'étais dans ma caméra, il y a plein de monde autour. Du moment où ils sont pas dedans, en fait, on les voit pas, comme ça, je m'en fous. Et ça va vous permettre d'élargir votre vocabulaire sans vous en rendre compte. Dans la même lignée, si jamais vous regardez des séries, des films sur Netflix, Disney+, Crave qui est la version, qui est une plateforme canadienne, donc si vous n'êtes pas au Canada, vous ne connaissez pas, mais c'est là où on a HBO et pas mal de séries originales. Vous mettez l'option en fait des sous-titres quand vous regardez en anglais. Alors c'est sûr que ça va vous aider de le voir parce que vous pouvez lire en même temps, mais c'est surtout que je trouve que ça aide pour l'orthographe parce que vous allez pouvoir voir comment ça s'écrit. Donc si vous entendez quelque chose et que vous ne connaissez pas le mot, vous allez pouvoir repérer comment ça s'écrit. En tout cas, moi ça m'a énormément aidé pour écrire correctement. Une autre chose aussi que j'ai faite à l'époque et que je vous conseille, c'est de lire en anglais. Alors je sais que c'est difficile et en toute transparence, et c'est le conseil que je vais vous donner, c'est que moi j'ai commencé à lire des livres pour ados. Donc c'est sûr que c'est pas toujours ce qu'on a envie de lire, tout dépend de l'âge qu'on a, mais ça reste du vocabulaire qui est plus accessible, des histoires qui sont plus simples, donc ça permet d'apprendre, je trouve, beaucoup plus tranquillement. On arrive à l'avant-dernier conseil, c'est de trouver quelqu'un qui va apprendre le français et avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc vous allez parler un petit peu en français, ensuite vous allez peut-être un peu plus tard passer à l'anglais, ou à chaque fois que vous vous retrouvez, vous parlez une langue différente, mais ça va vous permettre en fait de de pratiquer avec quelqu'un qui va peut-être devenir un copain, une copine, et surtout de faire du donnant-donnant. La personne elle vous parle en anglais, vous lui parlez en espagnol, pas en même temps, hein, parce que sinon vous allez vous mélanger, mais vous allez pouvoir vous entraider comme ça. C'est pas mal, et puis ça vous permettra aussi de rencontrer du monde. Mon dernier conseil, c'est d'aller faire un tour sur mon blog, puisque vous avez un article que je vous mettrai dans la barre de description, avec plusieurs options pour prendre des cours d'anglais, et surtout prendre des cours d'anglais gratuitement. Alors, vous avez plusieurs options à Toronto, vous avez aussi des groupes où vous pouvez aller discuter. J'ai mis tout ça dans un article que je vous mets dans la barre de description, je vous encourage vraiment à aller le lire. Vous allez voir, il y a plein de ressources, et normalement ça devrait vous donner des idées. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous encourage surtout de voir que moi je suis partie de moins 8000 avec mon anglais et qu'aujourd'hui je parle anglais aussi bien que ce que je parle français, que c'est devenu tellement naturel pour moi. Je sais que vous en rendez pas compte parce que vous me voyez très peu parler anglais, c'est dans mes notes, j'aimerais bien faire un vlog en anglais, mais j'avoue que j'ai pas trop vlogué ces derniers temps, donc c'est pas arrivé, mais peut-être que je ferai ça cet été quand j'en sais rien. Bon, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse déjà, parce que si ça vous intéresse pas, voilà.
Et si jamais vous avez d'autres conseils à partager avec les gens qui passent après vous, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le mettre en commentaire. Ça aide toujours les gens qui passent après vous. Et je peux vous garantir, encore hier, j'ai reçu un message d'une personne qui disait « J'ai lu les commentaires, c'est hyper intéressant d'avoir les retours de chacun et tout. » Donc les gens lisent les commentaires. Il n'y a pas que pour moi que vous le mettez. Alors s'il vous plaît, prenez une minute. Si jamais vous voulez être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos et que vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite aussi à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, bien sûr, sur Pinterest, où c'est que je suis sur mon blog, bien sûr. Vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ça m'aide à continuer à produire ces vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.